Retour sur ce plateau après le journal. Nous prenons la direction du Niger. À présent, la société civile nigérienne et surtout celle de la ville d'Arlit dans le nord du pays s'inquiète pour la santé des populations de la dite ville et pour cause les dégâts que pourrait causer le site d'exploitation d'uranium de l'ex-société Areva, devenue Orano, et qui a fermé ses portes en 2021, laissant plutôt derrière elle le risque de contamination de la nappe phréatique de la ville d'Arlitz. Alors, à qui la faute si on se retrouve aujourd'hui dans ce genre de situation avec une société qui a exploité le minerai de la ville, qui a fermé ses portes et qu'aujourd'hui, la société civile s'inquiète pour la vie des populations? Nora. À qui la faute? Une grande question. Alors, je sais que dans ces genres de... En fait, les contrats d'exploitation d'exploitation minière, il est clair qu'il y a des clauses qui demandent et exigent des sociétés minières à un certain nombre de responsabilités. Et quelque part, le gouvernement, de son rôle de supervision, de surveillance, aussi doit veiller à ce que les clauses du contrat soient mises en œuvre et prennent en compte les réalités socio-économiques et environnementales. Et ici, justement, on parle d'une question où, après les années d'intervention de Areva dans la zone, Areva laisse derrière elle un site qui, aujourd'hui, crée des situations de santé à la population. Donc, on a vraiment une situation de santé publique. L'air est pollué, l'eau est polluée. Il y a des questions de malformation même pour les enfants qui naissent parce que à la base, il faut le rappeler, cette zone n'était pas une ville en fait. C'est un site minier. Et puis, naturellement, à côté des sites, la ville s'est développée. Parce qu'en fait, les ouvriers, en venant s'installer, petit à petit, font venir leur famille. Et là, je me dis, on aurait dû déjà en amont interdire cela parce que ce n'est pas une zone habitable. L'effet de ces minerais-là sur la vie ou sur la santé, naturellement, on voit, ça crée toujours des dégâts. Alors, 10 ans, 2021, non, 2 ans donc après le départ de Areva, on constate que non, il y a de sérieux problèmes. Et donc, la responsabilité, je dis d'abord, incombe à la société qui a pris des engagements. J'estime ou bien j'espère que dans les contrats, il y avait ces clauses-là, à savoir la prise en charge la prise en charge de tout ce qui est question environnementale. Mais si ces dispositions ne sont pas prises ni contenues dans ces contrats, donc là, la responsabilité incombera au gouvernement nigérien qui était censé en fait assurer à sa population, entre guillemets, le droit à la santé, le droit à l'eau potable, puisque ici nous parlons aussi des eaux qui sont contaminées, qui tendent à être contaminées. Et donc la responsabilité sera partagée entre la société minière et le gouvernement, parce que quelque part on a laissé des populations, des gens s'installer et on fait carrément une ville, ce qui n'est pas normal. Il y a une clause environnementale dans le contrat parce qu'il avait été question entre-temps que la société produise des rapports, qu'ils ont fait des tests et que les débris rejetés dans l'espace ne causent pas de dommages pour la santé. Ce que la société a dit avoir fait et que ça ne pose pas de dommages pour la santé. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est au niveau des nappes phréatiques. Et on se dit, parce que jusque-là, les ONG qui crient aussi, on dit qu'elles n'ont pas les moyens pour pouvoir faire les tests, savoir si aujourd'hui l'eau là est contaminée ou pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de preuves palpables. Mais au regard de la situation, est-ce qu'on peut dire, là je vais vous poser cette question, est-ce qu'on peut dire que la ville d'Arlit est aujourd'hui victime de la richesse de son sous-sol, de son uranium? Quelque part, oui. Mais la responsabilité est comme aujourd'hui aux gouvernants, les gouvernants successifs. Le rôle régalien de l'État, c'est de veiller au bien-être des populations. Si les populations vivaient dans une zone pas trop correcte, pas trop normale, dans une période donnée, et que la ville d'Arlit s'est développée parce qu'à un moment donné, on a découvert les minerais par l'entremise de la société Areva, je pense que sur les clauses telles que Laura l'a dit tout à l'heure, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Il y a des mesures également qu'il faut prendre. Et ça, en dehors de la société, de ce que pose la société comme base, il va falloir également que l'État, les gouvernants puissent quand même essayer d'aider, d'accompagner ces populations-là.
Malheureusement, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce que les questions environnementales qui se posent sur le terrain, toutes ces questions-là n'ont pas eu de réponse. D'où la découverte, ou entre guillemets, de ces eaux-là qui ne sont incorrectes à boire aujourd'hui. Donc, je pense qu'il revient maintenant à l'État nigérien d'envoyer les spécialistes dans un premier temps sur le terrain pour vérifier si véritablement l'eau en question ou l'environnement en question là est vivable. Au cas où ce n'est pas le cas, donc il revient à l'État maintenant de prendre les dispositions. S'il faut déloger les populations, il faut les déloger. Et je fais observer que ce problème ne se pose pas seulement au niveau de Arlit ou à Ereva au Niger. Allez à Kweme ici au Togo, vous allez voir, les rapports successifs l'ont démontré à suffisance. Donc c'est un problème qui se pose avec acuité et il revient à ces gouvernants lorsqu'il y a découverte des minerais sur le site pour que les populations qui y vivent puissent quand même véritablement trouver de quoi vivre correctement. Si on n'arrive pas à avoir ces éléments convenables, là, moi je pense que le problème se pose et la responsabilité première revient au gouvernant, à l'État. Firmin, à qui la faute finalement? Bon, la faute, c'est au gouvernant. La faute, c'est au gouvernant. Vous savez, un des malheurs du continent africain, c'est d'avoir des ressources dans son sous-sol, mais de n'avoir pas assez d'expertise pour pouvoir les exploiter. Et pour pouvoir les exploiter, il faut faire appel à l'extérieur, aux Occidentaux. Et donc, quand les Occidentaux viennent, ils imposent ce qu'ils ont imposé. Et donc, on accepte n'importe quel contrat, n'importe quelle clause. Et au finish, c'est nous qui subissons. Au finish, ce sont les populations qui devraient même être bénéficiaires de ne pas en profiter véritablement. Justin parlait de Kweme ou de Kweme tout à l'heure. Je me rappelle, en 2012, j'avais eu à réaliser un reportage dans le Yoto. En 2012, dans le Yoto, Tabligbo, je suis allé un peu là, où j'ai interviewé un certain nombre de personnes. Les gens se plaignaient en disant que, mais en réalité, les enfants naissent avec des dents blanches, mais au finish, ils ont des dents toutes jaunes. Oui. Parce qu'il y a des minerais qui sont exploités, mais les populations en réalité, qui devaient en profiter, n'en profitent pas véritablement. Qu'est-ce qui se passe? C'est partout comme ça, c'est partout comme ça en Afrique, où on exploite des richesses, les populations riveraines qui devaient en profiter n'en profitent pas. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que nos chefs d'État acceptent dans les clauses des contrats? Normalement, quand une localité a des richesses, mais la population riveraine devrait en applaudir des deux mains. Parce que aujourd'hui, on exploite ces richesses. Au fait, ça permet à votre localité de se développer. Mais c'est le contraire. Ici, au niveau de Areva, qu'est-ce qui a été contenu dans ces clauses-là? Qu'est-ce que les gouvernants successifs ont signé comme contrat avec ces sociétés françaises? Areva, c'est une société française, n'est-ce pas? Areva, c'est une société française qui exploite quoi? L'uranium. Oui, bien sûr. L'uranium. Maintenant, qu'est-ce qui a été conclu avec les gouvernants qui se sont succédés là? On sait qu'il y avait eu le Mamadou Tandja, après il y avait eu Mamadou Issoufou, et maintenant Mohamed Bazoum. Normalement, la solution devait être réglée de la manière la plus facile, de la manière la plus simple. Il suffira simplement que le gouvernement appelle la société Areva, venez régler ce problème-là, ou soit venez dédommager la population riveraine, la population victime. Et puis c'est fini. Les dés sera de paix. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que Issoufou Mamadou, il a été appuyé par la France. Bazoum, c'est la France qui l'a fait venir. Qu'est-ce qu'il peut dire à Areva? Qu'est-ce qu'il peut dire? Je rappelle que Bazoum est élu à travers des élections démocratiques et que Mamadou Issoufou, après avoir fini ses deux mandats, ne s'est pas présenté. On a parlé de la transition la plus démocratique d'après l'indépendance du Niger. Là, on peut continuer. Merci pour la précision. Mais tout le monde sait que Bazoum, c'est Macron qui l'a placé. On sait comment les élections sont déroulées dans ce pays-là. Juste dire que tous ces gouvernants qui se sont succédés, mais ils ont l'appui de la France, c'est la France. La France, vous imaginez, vous savez ce que l'uranium représente pour la France? Vous savez, on met la main aujourd'hui sur l'uranium du Mali, l'uranium du Niger. 80% des ménages français n'auront pas d'électricité. Allez vérifier, allez lire dans les rapports. On met la main aujourd'hui sur l'uranium du Niger. 80% des ménages français n'auront pas... Je pense que... Plus de 80 ménages. Ah, plus de 80 ménages. Je pense que même si c'est 100% des ménages, oui. Est-ce que cela pose a priori un problème? Ça ne devrait pas poser de problème. Arrêtez. Il suffirait simplement que Bazoum appelle le responsable de Areva, monsieur, venez régler le tort que vous avez causé à nos populations, puis c'est fini. Mais comme
C'est la France qui l'a fait venir et qui a peur d'un éventuel second mandat. Il aura encore besoin de l'appui de la France. Il se tait là et puis il laisse ses frères souffrir comme ça. Or, ça ne devrait pas être comme ça. Même si la France ou la société n'arrive pas à régler le problème, il suffira seulement que le gouvernement mette sa main dans la poche pour régler le problème. Et puis, on va dédommager ce qu'on peut dédommager. On parle de la nappe phréatique. Ça veut dire que c'est un problème d'eau, c'est un problème de pollution qui se pose et c'est un problème de santé publique. Et je me demande, quand les problèmes vont s'aggraver, où est-ce que le gouvernement, qui n'arrive pas à trouver de moyens pour régler ça maintenant, où est-ce que ce gouvernement va trouver de l'argent pour faire face à ce problème de santé publique qui va se poser indubitablement? Justin Anani? Non, malheureusement, le constat qui est fait, et moi, dans mes analyses, je le dis souvent, c'est que la plupart des pays francophones, au lendemain des années de l'indépendance, ne sont pas véritablement indépendants. C'est-à-dire que, est-ce que les peuples ont eu la possibilité franche de pouvoir élire, désigner leurs dirigeants démocratiquement, entre guillemets? Malheureusement, non. Et il parlait du cas du Niger, il citait les chefs d'État qui sont arrivés d'une manière ou d'une autre par le soutien de la France. Il n'y a pas que le Niger. Il y a d'autres États qu'on peut encore citer. Il y a notre pays, le Togo, sans embâche, il faut quand même le dire. Lorsque les gouvernants ont le soutien de l'ancienne métropole et la gestion qui est faite des États ne correspond pas aux normes, il va se poser le problème de santé publique, va se poser toujours de problèmes et qu'on en finit point. Vous voyez. Donc ça voudrait dire quoi? Au lendemain des années de l'indépendance, les pères fondateurs, ces nationalistes-là ont une idée de développement de leur pays. Vous prenez le Niger, vous prenez le Togo, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Sénégal, ainsi de suite. Mais malheureusement, on a connu des coups d'État avec tout ce qui va avec. Et ça a évolué au jour d'aujourd'hui. Et tout le monde sait et la façon dont les élections se sont organisées également au Niger. On a vu comment est-ce que les histoires de résultats, ça circulait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le président est là. Dieu merci que l'ancien président n'a pas voulu faire un troisième mandat. Peut-être que sinon que ça va créer encore d'autres problèmes. Le cas de la Guinée est là. Et le président guinéen, professeur Alpha Condé, pouvait partir sans problème et on n'assisterait pas à un coup d'État dans ce pays. Il a préféré faire un troisième mandat. Voilà, il a préféré faire un troisième mandat. La suite, voilà, c'est la jeune qui dirige aujourd'hui la Guinée. Et Macky Sall aussi qui veut un troisième mandat. Non. Le cas Macky de Sall Macky n'a Sall jamais dit jusqu'à qu'il là, allait faire un troisième mandat. on est en train de lui prêter des intentions, il ne sait pas clairement pour prononcer. Donc moi je dis que le problème dans nos États, que ce soit en Afrique francophone ou en Afrique anglophone ou lusophone, c'est le problème de la gouvernance. Je suivais un reportage la fois dernière sur, je crois, la Zambie. Et le ministre zambien déclarait qu'on a signé un contrat avec une société chinoise sur l'extraction des minerais ou quoi. Et que lui, il n'a jamais vu ce contrat-là. C'est le ministre de l'économie dans ce pays-là, en charge de la gestion des mines, tout et tout, il dit qu'il n'a aucune idée. Il a répété, il ne sait pas comment ça fait. Il était obligé de se déplacer sur le site. Il a fait des constats vraiment énormes. Et qui pose également la question de l'environnement par rapport à ces populations au niveau de la Zambie. Je me suis posé beaucoup de questions. Le président de la République est là, il a formé un gouvernement, il a fait confiance à un certain nombre de personnalités, dont le ministre dont je fais cas, et que lui n'a pas vu le contrat. Mais le contrat a été signé par des gens, à des Chinois, qui exploitent avec plaisir. Et le ministère n'a pas signé. Le ministère n'a pas signé. Il dit qu'il n'est même pas au courant. Et c'est un contrat valide? De toutes les façons, les gens ont commencé par travailler, valide ou pas valide, des gens ont commencé par travailler. Ils trouvent des milliards, on ne peut pas comprendre ça. Et ça, c'est l'Afrique. Ça ne peut jamais se passer. Je ne sais pas dans quel pays, je ne sais pas, je me cherche. Donc, je résume en disant tout simplement que si véritablement on doit sortir de la situation d'ici 5 ans ou 10 ans, la balle est dans le camp de nos gouvernants. Ça dit que, dites-vous que vous êtes un pays indépendant. Et ce sont les peuples qui vous élisent à la tête de ces pays. Et ça s'arrête là. Si vous avez participé à une élection et vous êtes battu, c'est parce que le peuple ne vous a pas donné sa confiance. En le faisant, je pense que vous aurez l'action du peuple, l'adhésion du peuple et l'orientation de la gouvernance. Je pense que sur cette base-là, on peut évoluer. Si sans ça, tantôt on va créer que c'est la France qui a fait ceci, celui-ci, peut-être que c'est le président Joe Biden qui a fait ça, et que chaque jour que Dieu fait, on va tourner. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas des raisons qu'on trouve pour ne pas faire face aux problèmes que nous avons nous-mêmes? Oui, c'est parce que les gouvernants qui sont là aussi sont manipulés. Et les problèmes sont là, d'actualité. Ok, d'accord. Dado, est-ce qu'on doit regretter aujourd'hui d'avoir un sous-sol riche?
Non. Si on se réfère à la situation à Arlit. A priori, on ne doit pas regretter d'avoir des sous-sols riches. Et pourtant, voilà un minerai qui est exploité. Et puis Ce qu'on doit peut-être regretter, c'est d'avoir peut-être, je dirais, des responsables qui peut-être n'ont pas assumé, ne sont pas allés au bout de leur cahier de charge. Je me dis, dans le cas d'Arlit, certainement, il y a eu des ministres de l'environnement qui sont passés, ou même des ministres chargés des mines qui sont passés, mais que cette situation a duré plus d'une quarantaine d'années. Et là, arrive à fermer ses portes il y a 2 ans. On nous dit que pour, je dirais, régler le problème, il faut au moins 10 ans. Est-ce qu'on est sûr que dans 10 ans, on va faire le suivi? Est-ce qu'on est sûr que dans 10 ans, les dégâts déjà causés... 10 ans et puis 5 ans de suivi pour les impacts. Donc 15 ans. Est-ce qu'on est sûr que les dégâts déjà créés là, les dégâts déjà créés, on va les régler? Non. En fait, je pense que par moment, c'est désolant de le dire, mais on a un problème de gestion. On est peut-être, pas peut-être, mais souvent, on ne met pas les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est ça qui pose le problème, selon vous. Justin, je reviens à vous. Vous parliez tout à l'heure de ce problème-là qui n'est pas uniquement au Niger par rapport à l'exploitation des ressources du sous-sol et qui finalement a un impact négatif sur la santé des populations. Que faut-il faire finalement? Est-ce qu'il faut arrêter de faire des contrats d'exploitation avec des sociétés étrangères ou bien il faut exploiter nous-mêmes? Et si oui, comment faut-il le faire pour qu'au finish, les populations qui doivent bénéficier de l'exploitation-là ne soient pas finalement victimes? Non, on peut pas arrêter l'exploitation de ces minerais-là. On ne peut pas exploiter parce que c'est un avantage, c'est un atout pour aider le pays à se développer, pour ces populations, c'est un atout. Je me rappelle que je me suis rendu au Boissy, au Ghana, au moment où notre frère nous soutient, jouait. Je suis allé dans ce coin du Ghana, il fallait voir le développement. Simplement parce que le Ghana a eu la chance d'avoir, au Boissy a eu la chance d'avoir sous son sous-sol l'or. Et l'or est exploité au Boissy, et de la belle manière, je dirais. Et cette ville a été développée. Il y a encore d'autres villes qu'on peut citer en Afrique. Donc, avoir des minerais sous son sous-sol n'est pas un problème. Mais la prise de conscience et la gestion qui est faite. Je pense que lorsqu'on arrivera, comme Nora l'a dit tout à l'heure, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, qui se dit que je suis africain, je dois contribuer au développement de l'Afrique, de mon pays, de la communauté dans laquelle donc le minerai est découvert. Je pense que lorsqu'on mettra cet homme-là qui pense d'abord à son pays, ça va marcher. Mais quelqu'un qui pense d'abord à son ventre, comment faire pour s'enrichir, comment faire pour aider l'Occident à se développer, je pense qu'on va tourner toujours en bourrique pendant des décennies, on n'en trouvera pas de solution. Donc c'est une question de responsabilité, de prise de conscience, pour dire que nous sommes africains, au-delà de tout, nous devons aider au développement de nos États. Mais lorsqu'on pille nos États financièrement pour aller s'acheter des maisons à des coûts des milliards à l'extérieur, de façon imaginable, je pense que là, on n'est pas conscient, on n'aime pas son pays. Et à partir de ce moment-là, on va toujours traîner et on restera ici des décennies et que l'Afrique ne sera jamais développée. Merci beaucoup, Justin. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.